Aujourd'hui, dans Argent Compté, il était une fois le non-coté. Le non-coté à la cote, les investisseurs privés s'y intéressent de plus en plus. Et j'ai choisi d'en parler ce matin avec mon invité, Antoine Bachira, le cofondateur d'Early Metrics. Bonjour Antoine. Salut Caroline. Bienvenue, merci d'avoir accepté d'échanger ce matin. Merci à toi pour l'invitation. Early Metrics, comme Anaxago, une des plus vieilles fintech de France, on peut dire. Allez, Ça y est, on a tous eu 10 ans. On se l'accorde. Exactement, on a 10 ans. On s'appelait à peine fintech à ce moment-là, mais donc oui, on prend. Ouais. Vous aviez lancé un truc assez incroyable à l'époque sur le sujet de la notation des entreprises, quelque chose qui était très connoté, possibilité de remboursement de crédit, assurance banque, agence de notation. Vous vous étiez dit, on va transformer ce concept pour aller chercher de la notation sur de la start-up ou de la très petite entreprise. Au-delà du DCF, au-delà du... Il y avait tout un sujet de valorisation. Pourquoi est-ce que vous étiez lancé ? Comment est-ce que vous aviez fait ? C'est constat de marché. On était vraiment au moment fin 2013, un peu comme Anaxago, où ça bouillonnait côté écosystème startup. Et nous, ce qu'on a vu, en fait, c'est que certes, ça bouillonnait côté startup, mais en miroir de ça, ça bouillonnait côté investisseurs et grands groupes qui souhaitaient travailler avec ces entreprises-là. Problème, il leur appliquait des modèles, tu l'as très bien dit, que ce soit pour la valo, pour le risque crédit ou pour le risque de défaut, il leur appliquait des modèles pas du tout adaptés à ces sociétés-là. Et donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que voilà, il y a cette dissymétrie entre beaucoup d'envie des deux côtés de travailler ensemble ou de recevoir des investissements, mais il n'y a pas les outils pour aller sécuriser ces prises de décision-là. Et c'est un petit peu en ça qu'on a vu ce besoin d'abord d'analytics et on a décidé, nous, d'y répondre avec cette approche de notation qui n'existait pas ou très très peu dans le non-coté et alors pas du tout dans le non-coté innovant, start-up et scale-up, quoi. Et l'engouement incroyable des dernières années pour le non-coté, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans l'approche de notation, dans les clients ? Alors finalement, nous, on a été très portés par l'engouement du non-coté, pas forcément sur ce côté souhait d'investissement, mais beaucoup aussi par ces grands groupes qui veulent travailler avec ces sociétés. Donc on a un peu bénéficié des deux effets, celle que toi tu vois en tant qu'investisseur sur les investisseurs, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est collaborer avec des startups, cette fameuse un peu open innovation. Et nous, on a eu un alignement un peu des planètes, autant ces souhaits d'investissement qui accéléraient, autant ces souhaits de collaboration qui accéléraient. Donc en fait, on a dû servir ces deux typologies de décisions qui finalement ont en commun il ne faut pas que la startup meure dans les 6 à 12 mois, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même des prismes d'analyse un peu différents. Et vous aviez quoi comme parcours ? Parce que, bon, tu as 32 ans aujourd'hui. Je pense qu'on a tous fait semblant d'avoir 30 ans pendant 10 ans. Voilà. Vous aviez quoi comme parcours avec Sébastien au départ ? C'est une très bonne question et je pense que même au-delà de ça, c'est le point sur la crédibilité. La notation, c'est un métier. La note, elle a la valeur de la crédibilité de celui qui la donne. Voilà. Donc comment, à 23 ans, du coup, quand on a créé la boîte, Seb était un poil plus âgé, mais ça ne change rien. Grosso modo, on a des petits backgrounds, moi d'ingénieur et lui en finance, d'expert comptable, mais finalement, c'est pas notre crédibilité personnelle à nous. Je me dis que tu es ingénieur, c'est vrai. Ah bon, et en fait, j'aime bien dire que la crédibilité... Donc, on en a eu peur de ce truc d'âge, de manière très transparente. Ah tiens, on a 24 ans, on lance une approche de notation. Et finalement, on n'a pas une seule fois eu ce commentaire-là, ou en tout cas jamais porté sur l'âge. Et la manière dont j'ai de le rationaliser, bien évidemment a posteriori, c'est que la crédibilité, c'est un petit peu une fusée avec plusieurs étages. Au début, tu l'empruntes, c'est un advisory board, tu convaincs des experts de travailler avec toi. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, leur crédibilité à eux, parce que eux, c'était pour le coup des gens qui étaient très, très crédibles dans ce métier-là, elle rejaillit sur l'entreprise, pas tellement sur Seb et Antoine, mais en tout cas sur l'entreprise. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est les premiers éléments de crédibilité externe. Ça peut être, on s'est bien débrouillé avec la presse, tu réussis un petit peu au bagou à signer un ou deux clients un petit peu prestigieux. Et là, tu commences à avoir une forme de crédibilité externe. Avec, surtout en France, surtout dans les grands groupes, un petit peu d'effet moutonnier. Où quand on a signé un premier, tu réussis un petit peu à aller faire un coup à 2 bandes, à 3 bandes, à aller signer son concurrent. Donc ça, je dirais que c'est l'étage numéro 2. Et l'étage numéro 3, finalement, c'est la donnée. C'est après 4-5 ans d'entreprise, on n'avait plus besoin d'être qui est crédible dans notre board ou quels sont les logos clients. Mais c'est vraiment quand tu commences à montrer, proof is in the pudding, comme disent les Anglais, la corrélation entre la note que tu as attribuée et des taux de croissance, des taux de levée, des taux de faillite. Donc voilà un petit peu comment ce sujet de l'âge, que tu poses la question qui est très bonne sur Seb et moi, tu pourrais la poser aussi sur le profil des analystes.
aussi, ou du staff Early Metrics. Oui, bien sûr. Et finalement, ça, on l'a très vite dépassé. Je dirais que ça a été un challenge. Les 4 premières années, dès qu'on a commencé à sortir des résultats de ce que nous, on appelle le backtesting, c'est de ce dont je te parlais, finalement, on est sorti de ce risque-là. Non, mais je te posais la question parce que je pense qu'on s'est tous les deux, en tout cas nos deux sociétés, on s'est lancés dans des métiers qui valorisent essentiellement l'expérience, les cheveux blancs, le fait de s'être planté plusieurs fois et donc de savoir, d'avoir dans votre cas la connaissance de schémas qui permettent de reconnaître d'éventuels problèmes. Et notamment, nous, dans ce métier-là aussi, tu as un côté très très établi, les agences de notation. Tout le monde connaît les plus grandes. C'est vraiment pas des États, mais quasiment. S&P, Fitch, Moody's. Ça, c'était un monde. Et ensuite, c'est beaucoup ce modèle des analystes equity des années 80 où c'était vraiment l'avis de la personne physique. L'analyste star qui avait eu le nez creux, qui a dit Apple va monter ou qui a dit Apple va baisser. C'était très personnifié. Ou c'était personnifié, ou c'était un métier de géant. Et c'est en ça que le sujet de la crédibilité, quand tu te lances FinTech avec ces backgrounds qu'on avait, effectivement, la question, elle était centrale aussi. Mais voilà, pendant 4 ans, c'était le cas. Dès qu'on a basculé dans les preuves des régressions statistiques, c'est moins devenu nos sujets. Et on est retombé sur des sujets plus classiques de croissance ou de rentabilité. Mais je trouve que tu as des analystes stars dans le monde anglo-saxon. J'en vois moins. T'as raison. Comment ? T'as raison. Ouais, c'est moins le cas ici. C'est moins le cas ici, où c'est des médias qui vont plutôt avoir une influence de personnes morales aussi. Et de temps en temps, c'est vrai que dans la presse, il y a un nom qui ressort souvent, mais ils sont pas du tout valorisés de la même manière. Je trouve tu suis pas leur carrière en particulier. Après, plus largement, malheureusement, la France, nous, on pâtit d'un déficit d'éducation financière sur autant le côté que le non-côté, et qui fait que vu que nos retraites, elles se construisent pas dans des actions ou des investissements en actions, il y a aussi globalement moins de traction sur le B2C, sur ce métier de l'analyse, où en fait, on a souvent des rapprochements entre le PE de mon employeur, les entreprises que je connais très bien parce qu'elles sont au journal de 20 heures ou parce que c'est les belles boîtes du CAC 40 aussi. Tu as tout à fait raison, on est moins dans le stock picking ou le choix d'actions précis sur la base d'un avis ou d'un consensus analyste. Oui, clairement, ça intéresse moins. Comment est-ce qu'Early Metrics a évolué depuis ses débuts ? Est-ce qu'il y a eu des changements métiers ? Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux sur la notation ? Oui, donc effectivement, on s'est toujours appelé sur ces métiers d'agence de notation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je dirais qu'il y a le prisme des décisions qu'on sert. Comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a eu cet engouement sur les startups et le non-côté innovant. Et ça veut dire que plusieurs typologies d'acteurs s'y sont intéressés. Qui dit plusieurs typologies d'acteurs, c'est pas le même format qu'ils attendent. Tu vas pas livrer le même format analytique pour un Euronext que ce que tu vas livrer le format analytique pour une direction du M&A ou pour un particulier. Donc il a fallu un petit peu adapter aux différents segments de clients, mais aussi aux différentes décisions. Le même client, je prends le cas d'un grand groupe, quand il décide de racheter une société versus de faire un partenariat avec cette société, il n'a pas les mêmes enjeux d'analyse. Donc ça, je dirais que c'est notre premier grand poste d'évolution, c'est s'adapter à la diversité des segments clients, mais aussi des typologies de décision. Donc ça, c'est un gros travail marketing. Je t'apprends, il y a des enjeux de pricing aussi. C'est le premier bloc d'évolution de la société. Et le second bloc, c'est... on s'est lancé sur une approche qui était du coup servicielle, avec des analyses qui réalisaient ces notations. Et effectivement, on a aussi découvert au fil de l'eau des besoins plutôt en réponse à des grands volumes, aller processer un grand nombre de sociétés dans des contextes d'analyse crédit, par exemple. Et donc, on a complété un peu notre proposition de valeur avec une activité logicielle aussi. Et ça, c'est plus récent pour nous, ça date d'il y a 2-3 ans. Le fameux ScaleX. Exactement, oui, tout à fait. J'ai vu ça, j'ai lu quelques articles sur votre blog. Merci, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les contenus que vous produisiez. Je me rappelle qu'à un moment, vous faisiez même des notes de synthèse sur des secteurs. C'était très, ça, on a très beaucoup pertinent. de chance, c'est qu'on a un rôle d'observateur et normalement, de par notre modèle économique et ce qu'on fait, on a peu ou pas de biais et on voit beaucoup. Pour te donner un ordre d'idée, Early Metrics, c'est entre 80 et 150 sociétés par mois. Donc effectivement, quand on veut avoir une action marketing, on prend un petit peu de recul et on est capable de voir des choses intéressantes sur
des émergences, des très bonnes notes sur certains types de boîtes, ce genre de choses. Donc effectivement, on a le luxe d'avoir beaucoup de matière pour faire du contenu. Après, il faut toujours bien choisir ses batailles, ce qui est au service de la marque, ce qui est au service de trouver des nouveaux clients aussi. Donc c'est des arbitrages contents, mais on a le luxe en tout cas d'avoir la matière, de la matière à traiter. Moi, je pense que le contenu est roi, hein, mais vous aviez fait un partenariat avec Euronext. Donc là, on passe dans le côté. Ouais. Déjà, tu mentionnes un très bon point, on passe dans le côté. Ouais. On pourrait se dire, mais côté et non côté, c'est des univers qui, la plupart du temps, sont perçus comme très séparés. Et c'est vrai, mais les boîtes tech, ce qui est un petit peu notre core business, c'est des sociétés qui ont des spécificités. Je pense le rapport à la rentabilité, à la croissance, aux actifs technologiques, qui sont communs. Ces spécificités-là, elles ne diffèrent pas que tu sois coté ou pas. Et en fait, la collaboration avec Euronext, elle a visé à dire, on va amener aux investisseurs retail sur le côté des approches analytiques qui sont adaptées aux boîtes technologiques. Ce qui n'était pas le cas avant, où ces sociétés-là, elles étaient analysées de la même manière que L'Oréal, Total aussi. Et en fait, la collaboration avec Euronext, elle vise à ça, c'est permettre aux investisseurs particuliers sur le site Euronext Live d'aller voir une approche analytique qui est adaptée à ces sociétés-là. Parce que finalement, côté ou non côté, ça reste des boîtes tech et pour ça, il faut leur amener une lecture analytique qui leur est propre. Mais ce que je trouve hyper intéressant, parce que je ne sais pas si tu as vu, je suis certaine que tu l'as vu, cet article, c'était dans les Échos en début de semaine, la French Tech Finance Partners, donc le groupe financier de la French Tech, a fait un certain nombre de recommandations, et notamment un changement de... Alors, c'est pas de la notation, mais un changement des critères pour l'intégration du Next 40. Et l'autre indicateur, c'est... Le FT 120, le French Tech 120. Le French Tech 120. Parce qu'aujourd'hui, tu as des critères de levée de fonds. Bien sûr. Qui sont bien sûr intéressants parce que très reliés à cet environnement start-up, en croissance, etc. Mais qui pour moi n'est pas suffisant, loin de là. Et en fait, n'indique pas forcément... La force des boîtes, Je dirais qu'il y a deux effets qui viennent un petit peu justifier ça. Le premier, c'est déjà l'indice qui rentre du coup dans sa 3e année, autant le Next 40 que le French Tech 120. Donc, il y a aussi un peu une réponse à ce qui s'est bien passé, des critiques, des mouvements, un petit peu comme ce qui se passe sur le CAC 40. Hein. Des fois, il y a les boîtes qui rentrent, des fois, il y a des boîtes qui sortent. Donc, il y a un peu de gains d'expérience qui ont fait muscler. Et l'autre point, Caroline, c'est le rapport à la rentabilité qui évolue sur les 24 derniers mois, où en fait, vu que c'est pas non plus un indice réglementé avec une place boursière comme les Euronext, ça veut aussi dire que la mission French Tech qui s'occupe de ça, ils doivent s'adapter à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est plus maintenant que l'énorme levée de fonds, course à l'armement, hypercroissance. C'est, on le voit avec les investisseurs, un nouveau rapport à la rentabilité. Tu peux pas lever. Voilà. Donc je pense que c'est ces deux éléments, un peu de l'expérience sur les 3 premières éditions et s'adapter à l'ère du temps. Et l'ère du temps, elle peut pas se priver de questions de rentabilité et de sujets ESG. Donc c'est en ça qu'ils doivent faire évoluer leur manière de suivre les boîtes. On va revenir sur les sujets ESG, mais moi, ce sujet de la rentabilité, il me fascine, parce que nous, quand on a monté notre boîte, en fait, nous, on est de formation, pour le coup, on est comptable. Hein, je peux pas dire ça parce que je suis vraiment naze en compta, mais... Mais t'aimerais le dire. mais Joachim est un comptable, pardon. Non, on a fait une formation de contrôleur de gestion, puis de financier. Et pour nous, il était inimaginable de lancer une boîte dans la finance, surtout une boîte qui gère l'épargne des investisseurs, qui ne soit pas rentable. Alors, si nous, on ne gagne pas d'argent au quotidien, comment tu fais pour en faire gagner à tes clients ? Mais en ça, je pense que vous êtes l'exception, et donc c'est très bien puisque vous êtes là encore 10 ans après. Mais tu as raison, le rapport à la rentabilité, effectivement, il est assez intrinsèquement lié à votre métier et votre crédibilité. Et ensuite, par contre, c'est aussi une décision entrepreneuriale de piloter son ambition de croissance par rapport à la rentabilité. Et c'est peut-être en ça que d'autres de notre génération, ou même après, ils ont pris des choix différents. Attention, c'est pas... eux uniquement en tant qu'entrepreneurs, c'est aussi l'écosystème et notamment la stratégie des financeurs qui était celle-ci. À un moment, l'entrepreneur, on parle beaucoup de sa liberté ou quoi que ce soit, finalement, lui, il peut exprimer une ambition, elle est possible ou pas en fonction des conditions de marché, des liquidités, est-ce que je vais avoir ce type d'investissement ? Et entre VC et entrepreneur, c'est même pas une question de responsabilité, mais ces stratégies de croissance-là, elles étaient partagées. Ces deux acteurs, le dirigeant et ses actionnaires, ils étaient alignés sur cette stratégie-là. Complètement. Aujourd'hui, tes clients, grands groupes, investisseurs pro, investisseurs privés, est-ce que la rentabilité, pour eux, c'est devenu une condition sine qua non à soit un partenariat, soit un rachat, soit un investissement ? Ou en tout cas,
Donc la réponse, je pense que ça va être non, dans le sens où nous, on travaille beaucoup pour des institutionnels ou même si c'est des investisseurs privés qui sont très structurés, donc ils n'ont pas cette aversion au risque qui vont leur faire exclure les sociétés qui ne sont pas rentables. Par contre, effectivement, ce qui a complètement changé, c'est les fondamentaux. Je vais être un tout petit peu plus technique, mais il y a des fondamentaux de marge brute qui doivent être là. On adore quand c'est voilà, si au niveau du résultat d'exploitation, ce n'est pas encore le cas, parce qu'on voit qu'on est en train d'acheter une ambition de croissance, pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, ce qui va être maintenant complètement red flag et un critère d'exclusion, c'est intrinsèquement, le modèle, il n'est pas rentable, indépendamment de son ambition de croissance. Voilà. Donc, effectivement, plus d'exigences, pas forcément une exclusion, puisqu'il y a quand même encore un rapport à la croissance qui est là, ou à l'innovation technologique qui, en soi, peut aussi quand même amener une forme, peut-être pas de non-rentabilité, mais un minima de cash burn, du fait de brûler de l'argent. Exactement. Ok, hyper intéressant. Et côté ESG Impact, comment vous positionnez sur la notation? Est-ce que vous prenez des critères Alors, donc déjà, premièrement, on n'a pas eu le choix. Je suis très fier de dire que c'est subi. En fait, c'est il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on a pris, de la même manière que certains clients nous ont fait une recommandation appuyée d'intégrer une forme d'analyse de la propriété intellectuelle, au même moment, en l'espace de 4 mois, autant des investisseurs privés que des grands industriels nous ont dit il faut absolument qu'on soit capable, grâce à Earlymetrics ou grâce à quelqu'un d'autre, d'aller récupérer des éléments sur le ESG parce que maintenant, c'est nécessaire pour nos processus de prise de décision. Donc, on l'a inclus. Comment on a fait ? Contrairement à ce qu'on a inventé sur la croissance des sociétés, là, il existe un cadre. C'est un petit peu le bordel, excuse-moi le terme, mais malgré tout, il existe un cadre. Donc, l'apport méthodologique de Earlymetrics, ça a été de prendre le cadre des Nations Unies, donc les objectifs du développement durable, et de l'adapter aux sociétés petites, en croissance et souvent sans processus physique. Pas forcément d'usine aussi. Voilà. Donc notre expertise, elle a été de dire comment on applique ce cadre existant, bien connu, crédible des Nations Unies à des sociétés. Parce que historiquement, il n'est pas applicable. Si vous appliquez un questionnaire de certains de nos confrères qui font de la notation ESG sur des grandes boîtes, si tu cherches à faire ça sur une petite boîte du long côté, tu réponds systématiquement non applicable, non applicable, non applicable. Et du coup, ta note, elle perd en substance. Donc, Earlymetrics, on a rendu compatible ce cadre des Nations Unies avec ces sociétés-là. Donc ça, c'était la réponse méthodologique. Maintenant, commercialement, comment ça fonctionne, ou en tout cas, quelles sont les attentes de nos clients? Tu as vraiment 2 mondes. Tu vas avoir tout ce qui va être le monde de l'impact. Ça veut dire l'investisseur, il a dans sa proposition de valeur, ou le corporate, il a dans sa proposition de valeur, une stratégie d'investissement qui est portée sur les sociétés qui ont des externalités positives. Et lui, c'est même pas tellement notre client, parce que l'impact est différent pour chaque thèse d'investissement, ils vont le choisir. Nous, on est plutôt dans le monde des généralistes qui ne sont pas des fonds impact, c'est plus ou bien c'est des industriels qui ne sont pas forcément dans une démarche d'impact. Mais là, en fait, ce qui va se passer, Caroline, c'est que l'ESG va être un red flag. Donc, ce n'est pas exactement la même chose de dire est-ce qu'il y a un super impact ou pas. Ça va plutôt être de dire je fais une notation ESG, et en dessous de certains seuils sur chacun de ces piliers, quelle que soit la puissance de cette boîte sur d'autres sujets, je n'y vais pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Donc le monde découpé en 2, et effectivement, avant, il y a 4, 5 ans, tu n'en entendais parler que pour les gens qui l'avaient dans leur proposition de valeur intrinsèque, essentielle. C'était les fonds impact. Exactement. Alors que maintenant, un VC complètement généraliste qui investit dans des SaaS PME, eh ben, il va inclure une stratégie d'exclusion ESG, red flag, où à minima, Caroline y va mettre dans sa due deal ces éléments-là pour commencer à construire une histoire d'amélioration avec la société dès le premier board. Et le mettre dans ce qu'ils appellent leur fameux programme des 100 jours ou des 30 jours, tu sais, où ils définissent un petit peu quel va être leur parcours commun pendant 3 à 5 ans. Oui, je trouve qu'il y a tu vois, pour nous, Anaxago est passé entreprise à mission en début d'année, aussi parce que en fait, ça fait 10 ans qu'on fait des placements pour nous qui ont du sens et qui font sens dans un futur souhaitable. Meilleur, le futur durable, le futur souhaitable. Et je trouve qu'il y a une espèce de bon sens qui s'est mis en place. C'est-à-dire que pour les généralistes comme nous, qui ne sont pas là pour faire de l'impact au quotidien, ou en tout cas dont ce n'est pas la première finalité,
tu as un côté de simple bon sens, de dire en fait non, ça je ne peux plus. Voilà. Je peux plus, sinon mon investissement est anachronique. Mais tu vois, c'est devenu beaucoup plus fort que ne pas investir dans le porno, les armes et les jeux d'argent. Ça, c'était une exclusion un petit peu plutôt réputationnelle. Voilà. Alors, mais ça fait, c'était plutôt il y a 15 ans. Là, maintenant, tu peux avoir une société qui est sur quelque chose de, entre guillemets, complètement du quotidien, une application pour les dirigeants financiers pour simplifier leur note de frais, j'ai dit ça au hasard, mais qui, si, sur des éléments de gouvernance, sur une politique salariale ou des sujets d'égalité, et en dessous d'un seuil, c'est pas juste une exclusion armement, porno ou jeu d'argent. Non, c'est vraiment cette société-là, on n'y va pas parce qu'on considère, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous demande maintenant de dire pourquoi, enfin d'aller donner un niveau 2 de rationnel, et en fait le problème c'est, cette boîte, elle va pas trouver de clients, elle va ouvrir son flanc à des bad buzz sur les réseaux sociaux. Un moment, c'est une lecture que moi j'aime bien parce qu'elle est très pragmatique, ça va pénaliser l'entreprise. Et pour moi, ce qui est important, autant dans le développement durable que sur l'ensemble des éléments du futur souhaitable ou futur durable, c'est quand il y a une réalité économique. J'ai plutôt tendance à croire que c'est pas la réglementation, c'est qu'à un moment, ce soit intrinsèquement lié au succès de la société. Et c'est ça qu'on est en train de voir maintenant, c'est que si tu es en dessous d'un certain niveau de best practice, c'est que tu vas pas réussir, indépendamment de tout ce que tu fais très bien, toutes choses égales par ailleurs. Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve qu'on est vraiment en train de vivre un moment... c'est bien, ouais. Tu vois, entre ces sujets liés à l'impact, au bon sens, à la projection dans un futur que tu as envie de vivre pour toi et pour tes enfants, et en même temps... la renta. Comment ? Et la rentabilité. Et la rentabilité. C'est plus sain, en tout cas. En fait, c'est plus sain. Ça me paraît moins être dans une course à l'échalote qui n'est pas forcément... Bien sûr, une course en avant, quoi, une fuite en avant. Moi, je dis beaucoup course à l'armement, ces modèles... ce qu'on a pu voir, ça remonte un petit peu maintenant, mais ce qu'a été cette guerre Live-Tuber, par exemple, où on voit vraiment, et ce qui était intéressant, qu'on a moins en France et qui est très vrai aux US, c'est comme ça va très loin. Là, on parle de boîtes qui sont devenues très, 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 très grosses, y compris côté aussi, tout en portant encore ces problèmes de business model très forts. Et ça, c'est vrai que si on peut éviter ça, je pense que globalement, la tech et le non-côté s'en portera que mieux. Tu vois. Je pense. Donc on parlait du non-côté, effectivement, on sent que ça vend en poupe. Il y a des sociétés de gestion qui se lancent uniquement sur ça, qui cartonnent d'ailleurs, qui font des trucs canons. Ça concerne les pros comme les particuliers, c'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que tu as des chiffres clés sur le secteur un peu ? Alors je pense que tu en es un réel et un qui est un peu plus symbolique. Le réel, donc c'est France Invest, sur l'année dernière, en 2022, c'est 25 milliards. L'investissement dans le no-côté, tout segment confondu, donc autant le retail aussi, c'est vraiment le non-côté sur lesquels où ils sortent tout ce qui est les financements de création d'entreprises aussi. Et au-delà de ça, c'est ce côté, il faut plutôt aller voir maintenant 100% des assurances vie, des PER. C'est plutôt tout le monde veut être en capacité de proposer, y compris ce qui est nouveau, et tu le disais très bien, à la cible retail, du non-côté aussi. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est très intéressant, qui touche un peu au rapport au réel. Le non-côté, de par le fait que c'est souvent des entreprises un petit peu plus petites aussi, qu'il y a une détention en direct aussi, même si finalement, pour des questions de diversification du patrimoine, ça va représenter peut-être que 2, 5 ou 6% d'une épargne financière, je peux te garantir que dans un dîner de famille ou avec des amis, tu vas en parler beaucoup plus que ton fonds euro ou que ton Pinel à Aubervilliers. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a aussi un attrait intellectuel et un petit peu cette deuxième vague de la hype de investir en start-up. Et vous avez été avec très moteur un petit peu de ça, en démocratisant cet accès en nos côtés. Là, il y a un petit peu la vague 2 qui est pas uniquement portée par un peu des pionniers comme vous sur votre métier initial de crowdfunding equity, mais aussi maintenant sur, comme tu dis, des métiers de gestion, le départ du fonds d'investissement BPI Entreprise 1, voilà, tout un tas d'outils qui vont permettre, avec pas forcément non plus une accessibilité dès 1 euro ou dès 100 euros, mais mine de rien, qui peuvent concerner quand même un grand nombre de particuliers aussi, quoi. C'est plus exclusif, alors qu'avant, l'image du private equity, elle était extrêmement associée à la gestion de fortune et à la banque privée. Et en plus excluante, avec par exemple un ticket à 100 000. Bien sûr. Voilà. C'était exactement ça. Nous, je sais que notre métier, ça a été ça, c'est de se dire, on va rendre accessible des classes d'actifs qui ne le sont pas du tout.
Et je trouve qu'il y a un truc marrant qui se passe avec les investisseurs pros qui se lancent dans des classes d'actifs comme ça. Ils sont hyper excités à l'idée de distribuer auprès du retail. Mais ils cherchent encore. Il y a quand même un rapport au risque, et ça, je pense que c'est notre métier, autant le tien que le nôtre, d'être très transparent sur ça. Et ça, on le voit même dans cette phase un petit peu de début de remboursement des prêts garantis par l'État. C'est quand même, il faut accepter des niveaux de risque beaucoup plus élevés. Et c'est des gens qui ont plutôt eu tendance à aller. Je parle justement pas des banques privées ou de la gestion de fortune, d'acteurs peut-être plus généralistes, d'assurance ou de banques plus traditionnelles. Ils ont plutôt été sur un positionnement où ils étaient systématiquement plutôt, et notamment à cause de culturellement ce qu'on a les Français avec l'épargne gratuite, les livrets réglementés, quand même dans un rapport au risque où il y a beaucoup d'aversion. Donc c'est quand même aussi nouveau pour eux, donc ils veulent y aller parce qu'ils savent qu'il y a une attente de leurs clients d'aller faire autre chose que du livret A ou de l'assurance vie, mais ils sont quand même, je pense, encore ancrés dans des contraintes réelles, culturelles, que tu ne peux pas faire n'importe quoi, aller proposer à des gens de mettre une épargne durement mise de côté de bas de laine dans des startups ou dans des boîtes de côté sur lesquelles il faut quand même accepter qu'il y a des niveaux de risque qui sont quand même très élevés, quoi. Au-delà même d'une échelle de 1 à 7. C'est peut-être un peu la limite. Je parle aux auditeurs. Vous voyez cette petite échelle que vous avez dans les notes d'information. Bon, il y a 1 à 7. Dans le 6 et le 7, je pense que le 7... private equity n'est pas exactement le même 7 qu'un indice de petite capitalisation cotée américaine, alors que sur la note, elles s'appelleront toujours 7. Elles s'appelleront 7, et puis je trouve qu'il y a aussi un sujet de méthode d'investissement. Bien sûr. Qui est que quand un client arrive sur un Hexago et il a 100 000 euros à placer... Il veut mettre dans 2 boîtes, warning. En fait, non, ça se passe pas comme ça. Le rôle, il est d'être pédagogique, de proposer aussi des allocations. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a commencé à proposer... de la SCPI. C'est nouveau ça, parce qu'avant c'était plutôt les boîtes en direct. Que du club deal au départ, soit en immobilier, soit en innovation. Et là, on a ajouté quelques produits qui nous permettent de proposer des allocations qui soient cohérentes en termes de performance. Parce qu'en fait, les gens qui viennent chez nous, globalement, ils viennent parce qu'ils ont déjà un rapport au risque. On cherche de la perf un petit peu plus quand même en théorie. En fait, ils viennent pour une part de leur épargne dont ils ont envie qu'elle travaille aussi dur qu'eux, quoi. Et c'est de l'épargne dont ils n'ont absolument pas besoin à court, moyen ou long terme. On essaye d'être très clair là-dessus. On essaye d'être aussi hyper clair sur les taux de performance proposés, en tout cas cible. En fait, ça ne va pas sans risque. Je passais sur une émission sur TMC l'autre jour et je sais plus, donc quelqu'un me demande combien ça rapporte, donc je dis en moyenne 9,6 les dernières années. Ah d'accord, et donc c'est sans risque. Ah non. Au contraire, pour avoir du 9,6, c'est parce que c'est risqué. Non mais c'est ça, je dis écoutez, si quelqu'un un jour vous dit si je te propose un placement à 9% et c'est sans risque, appelle l'AMF et appelle l'AMF. Voilà, tu cours, tu raccroches et tu appelles l'AMF. Et je trouve qu'il y a vraiment aussi ce côté, cette éducation-là qu'il y a à avoir, parce que tout le monde cherche des opportunités de placement qui rapportent de l'argent, mais les gens n'ont pas envie de prendre de risques. Voilà. Et là, je pense que tu touches vraiment à un point sur l'éducation financière qui est lié à... mais il y a plein de bons côtés, attention, il ne faut pas qu'il y ait plein de bons côtés, mais c'est vrai que l'épargne réglementée et notre système de retraite, qui sont géniaux à plein d'égards, font que culturellement, avant 25 ans, enfin avant son premier salaire, mais même que par un petit peu de curiosité ou d'intérêt personnel, on peut rester à des niveaux d'éducation financière à 0 et malheureusement, y compris post-école de commerce. J'exagère, mais je parle de finances personnelles là. Je ne parle pas de capital market ou de compta d'entreprise. On peut très bien avoir des gens qui sortent des meilleures écoles de commerce et qui, sur une question de connaître la fiscalité d'une assurance vie ou savoir ce que c'est qu'une SCPI, ne vont pas te répondre aussi. Et ça, ce n'est pas le cas dans des pays sur lesquels il y a un petit peu moins ou cette épargne réglementée ou ce système de retraite qui du coup te pousse, tu n'as pas tellement de choix, à aller placer ton épargne sur des produits financiers et en particulier, là on parle du non-coté aujourd'hui, en action, qu'elle soit cotée ou pas, c'est le véhicule action qui est important. Mais ça change, hein. Il y a aussi des IPO, la Française des Jeux qui a ramené énormément de gens en bourse, cette hype derrière les startups qui avec des très belles réussites françaises, qu'a fait le gouvernement malgré tout avec ces index dont on parlait tout à l'heure. Ça a médiatisé énormément des belles boîtes. On est très fiers d'avoir créé plein de licornes
Et donc ça, c'est top. C'est des éléments marketing qui peuvent avoir leur travers, mais qui font quand même énormément de bien d'un point de vue éducation financière et fierté d'avoir créé ces belles boîtes-là et de donner envie d'investir dedans, y compris dans des Covid winners. Il y a quand même eu aussi, pendant le Covid, la part belle à des sociétés qui étaient des startups ou des scale-up, bien évidemment Doctolib, des trucs de vidéoconférence, enfin tout ce qui a pu toucher à ce qui était important pendant le Covid, les vaccins, et ça c'est génial. Ça a montré que... En fait, mettre la lumière sur tout un pan de la nouvelle économie qui sert vraiment le quotidien. Et qui est moins connu des Français parce que pas coté et parce que en dessous du radar en termes de taille, malgré tout, pour avoir une place au JT. Voilà, parce que nous on est dedans, toi et moi. Voilà, donc on a l'impression que tout le monde connaît toute scale-up qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il faut se remettre à l'échelle de nos 65 millions de compatriotes. Si c'est pas en première ou troisième page ou des médias papier ou de la télévision, c'est normal. C'est des trucs économiques qui vont rester un petit peu plus loin de leur quotidien. Oui, et ça va prendre un peu de temps. Quel était l'enjeu pour vous de mesurer le potentiel d'une entreprise en croissance ? On en a un petit peu parlé au départ. Comment est-ce que ça se distinguait des méthodes de valorisation de start-up ? Alors, la valorisation, en fait, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué dans le monde du non-coté, start-up ou pas start-up, parce qu'il y a deux éléments. Il y a essentiellement, on est sur de la donnée privée. Donc, qui dit de la donnée privée, elle n'est pas accessible librement. Ça veut dire que tout ce qui est le métier de créer des bases de comparables, qui est le monde de la valorisation boursière que tu connais aussi bien que moi, X fois la rentabilité, prix de l'action sur dividende cible, ce genre de choses, c'est pas possible. Donc, il y avait l'accès à la donnée qui rend les métiers des valorisations par les multiples très compliqués. Premier point. Deuxième point, deuxième méthode en défaut, c'est ces fameux DCF. Donc un peu pour les auditeurs, vous vous souvenez, c'est aller projeter la valeur d'une société sur la base de ses cash flows, de la trésorerie qu'elle dégage. Quand la boîte, elle dégage pas de trésorerie, il peut fonctionner ton Excel. C'est ça qui est terrible, c'est que tu peux le faire, mais tu prolonges en pointillé une ligne qui n'existe pas. C'est une aberration d'aller faire ça. Et donc en fait, sur la valorisation, il y avait ce côté données privées qui rend la méthode des multiples très compliquée, puisqu'il n'y a pas de données comparables, et ce métier des DCF qui perd un petit peu de son sens si on prend de la hauteur par rapport à un fichier Excel. Et pourtant, la question du prix, elle est super importante. Combien je vais payer cette société si je dois investir un petit morceau ou si je dois la racheter au global ? Donc, c'était ça l'enjeu de valorisation. C'est vraiment peut-être encore plus que l'appréciation de la solidité d'une entreprise. Sur la valorisation, il y a vraiment un échec des méthodes traditionnelles. Et donc, ça va laisser dans le monde des VC essentiellement un métier de négociation de gré à gré. Je veux céder 10%, je suis prêt à mettre 1 million, donc la valo c'est tant. Et nous, ce qu'on a essayé d'amener, c'est des approches méthodologiques. Donc, on a fait plusieurs choses. On a adapté des métiers de DCF, puisque quand il y a des cash flows, ça peut être applicable. Mais attention, pas avec les mêmes hypothèses. Je pense au risque d'illiquidité. Enfin, il y a des choses à retravailler. Et surtout, en fait, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis nos données. Et nous, notre expertise, c'est celle-ci, c'est ces fameuses données privées. On les a compilées, on en a fait des tables, et aujourd'hui, on sait faire pour nos clients, et on sait les équiper d'aller mettre des outils sur des multiples, non pas de rentabilité, mais plutôt de chiffre d'affaires, à un instant présent, et à 5 ans ou à 10 ans à la fin du business plan. D'accord. On parlait tout à l'heure d'un retour aux fondamentaux, à la fois sur la valorisation et sur la notation d'entreprise. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'ajouter sur votre vision de cette... Oui, c'est un très bon point. On a parlé du retour à la norme sur la partie rentabilité. C'est aussi très vrai sur la partie valorisation, où là, le private equity, pour les auditeurs, vous vous souvenez, il y a eu un petit peu peu d'introduction en bourse ces derniers temps parce que la bourse, a priori, payait moins bien. La valorisation accessible en bourse était, a priori, un petit peu plus faible que celle que les fonds de private equity avaient payé, créant un petit peu deux mondes parallèles, alors que les entreprises, c'est les mêmes. Elles ont les mêmes fondamentaux. Et c'est vrai que là, si on veut voir ces nouvelles IPO de très belles boîtes françaises, donc ces nouvelles introductions en bourse dans les prochaines années, il faudra que collectivement, les banquiers d'affaires, les dirigeants de société, se posent la question de la juste valorisation et qui, malheureusement, les conditions ayant changé, il y a des retours au réel sur des points, est-ce qu'elle était exactement aussi élevée que celle qui avait été payée par un acteur du private equity ? Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi de
de continuum de financement, qu'il y ait une continuum ou des méthodes de valo ou des ambitions de valorisation entre le côté et le non-côté. Exactement. Si c'est cette histoire-là qui est souhaitable pour l'entreprise et pour les dirigeants. Mais si c'est le cas, il y en a besoin. Bon, si tu regardes aujourd'hui la valo des très grosses fintech françaises versus la capitalisation des banques françaises, tu te dis, en fait, l'IPO devient la next step essentielle. Voilà. En tout cas, le M&A traditionnel n'est pas forcément faisable de par un peu les valos qui sont en jeu. C'est ça. Il y a une inadéquation, je trouve. Je ne vois pas Société Générale... racheter une grosse. Non. Après, effectivement, pour que l'IPO se fasse, il faudra se poser la question de dire est-ce que la valo de ces fintechs-là, à ce stade-là, elle n'était pas trop élevée par rapport justement à ce que tu disais très bien aux fondamentaux. Pas tellement pour qu'elles soient rachetées, mais plutôt pour qu'elles s'introduisent et qu'elles aient cette vie en marché coté pour que des particuliers puissent investir. J'exagère, Société Générale, ils ont fait quelques gros rachats. Ils ont fait Shine, je crois que c'était hyper intéressant. En banque des pros, oui. Si on veut investir aujourd'hui dans les entreprises en croissance, comment on fait et on essaie de se positionner à quel stade ? On diversifie déjà, donc il n'y aura pas une seule réponse. Donc déjà, ce que tu disais très bien, on le fait sur une partie de son épargne sur lequel on accepte non seulement une ambition de performance, mais ensuite du risque. On diversifie au-delà, en dessous d'une certaine surface, mais vraiment de multimillionnaires, où on ne va pas mettre des très gros tickets dans une entreprise. Donc vous êtes une solution sur ça qui est hyper intéressante puisque vous faites un travail de pré-screening et en fait, il reste sur la plateforme des sociétés dans lesquelles vous-même vous investissez. Et ensuite, il y a des choses, je dirais, plus de gré à gré, qui malgré tout sont toujours intéressantes. Ça peut être avec des réseaux de business angels ou même des sociétés qui sont proches des réseaux personnels de ces gens-là. Donc ça, c'est sur ce côté plutôt de gré à gré. Donc vraiment le pur non-côté privé entre particuliers. Et sinon, on peut bouger sur des territoires justement très diversifiés. Et dans ce cas-là, c'est des parts de fonds dans le private equity. Donc on a pensé avec cette initiative publique là, de BPI Entreprise 1 qui a ouvert aux particuliers les entreprises dans lesquelles ils avaient eux-mêmes investi. Voilà. Et il y en a d'autres, tu le disais, avec des sociétés de gestion qui créent des portefeuilles aussi. Peut-être encore avec des tickets d'entrée assez importants. Donc sur cette partie-là, peut-être contrairement à un Axago où avec déjà quelques milliers d'euros, on a accès à cette classe d'actifs-là. Ce n'est pas encore le cas dans la majorité de ces fonds de private equity. Ça reste un tout petit peu exclusif. Voilà, ça reste encore le cas, mais comme tu le disais très bien, c'est en train d'évoluer aussi de plus en plus. Et côté maturité, je pense que vraiment... on ne peut pas mettre le côté start-up ou non-côté innovant ensemble. Il faut diversifier. Enfin, il y a des réalités entre une société qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui s'est lancée il y a 2 ans, et comme tu le disais très bien, une scale-up qui fait 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est rentable ou bien qui ne l'est pas parce qu'elle a ouvert 4 pays en même temps. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, j'appelle aux gens qui veulent investir, qu'ils peuvent regarder les VC. Chaque investisseur professionnel, il se spécialise sur des tranches de maturité. C'est pas le même métier de mettre 5 000 euros dans la société de son cousin. Ça, c'est extrêmement risqué que de mettre 5 000 euros sur une levée de 15 millions parce que pour une raison X ou Y, on a eu accès à cette opportunité d'investissement. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre quand on investit dans le bon côté ? L'affect, je dirais que c'est de par la proximité qu'on a avec le dirigeant. Attention, j'ai pas dit les aspects humains. Au contraire, les aspects humains, ils peuvent... Ils sont déterminants, au contraire. Mais effectivement, c'est l'affect parce que on a une proximité avec le dirigeant. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui va vouloir nous convaincre aussi. Donc, on peut tout à fait se laisser convaincre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut que ce soit sur les éléments rationnels. Voilà, ça, après, chacun a ses propres convictions. Mais tout ce qui va toucher à de l'investissement familial, je parle d'investissement, pas d'aider quelqu'un à créer sa boîte. Si on a les moyens d'aider un cousin, un enfant, un frère à créer sa société en finançant un petit peu, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas la même chose qu'un investissement sur lequel on attend un point. Donc, je pense que l'affect est très... compliqué puisqu'il est surexprimé dans le monde du no-côté de par cette relation de proximité qu'on va avoir avec le dirigeant. Et ensuite, malgré tout, c'est un peu cette litote, mais qui est bien, enfin ce message de Warren Buffett sur d'investir ce dont on comprend. Et je pense que c'est très vrai dans le no-côté et en particulier dans la tech, et notamment se méfier terriblement de tout ce qu'on peut sentir être des modes par le grand public. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe sur l'intelligence artificielle générative aussi, donc tout ce chat GPT & Co. C'est très intéressant, mais il ne faut pas que
le côté médiatique. En fait, il ne faut pas penser comme un utilisateur quand on est investisseur. Parce que quelle que soit la qualité du service au sens utilisateur, c'est pas exactement la même chose que l'entreprise est bien. Oui. Ça peut l'être, mais c'est pas tout le temps le cas. Et je pense que c'est aussi sur ça où il faut se décrocher entre une pensée je suis moi-même utilisateur de cette solution, elle me plaît, voilà, de j'investis dans cette entreprise. C'est une condition qui peut être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Super, merci Antoine. On va passer à la partie Élise Lucet de l'interview. Effectivement, je savais qu'il y avait un piège à un moment dans cette Antoine invitation. M'a comparé à Élise Lucet en off micro en tout début. Alors, bon jeudi à toi aussi. Non, c'est cette petite partie que j'aime bien poser en fin d'épisode. Parce qu'on est dans un podcast de finances personnelles, d'investissement, de patrimoine. Et donc, comme souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Ok. Je me rappelle notamment d'un épisode avec un type dans les cryptos, un jeune mec brillant et tout, qui était investi que dans l'immobilier. Ah non, il avait des boulangeries aussi. Très drôle. Tu sais. Là, je vais pas déroger à ta règle. Hein. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est mon cas. En fait, nous, on a déjà tellement de risques sur notre patrimoine professionnel que c'est vrai que moi, après, j'ai pas non plus encore une surface financière me permettant d'aller faire beaucoup de private equity, mais j'y mets pas les pieds. Je pense que je suis plutôt un bon profil client à Naxago Capital, SCPI aussi. Donc non, moi, vraiment, mon épargne financière, elle est... je vais pas dire, j'ai quand même respecté un peu une exposition action propre à mon âge et du fait que j'ai le temps, mais voilà, donc c'est essentiellement, donc je dois être à pas 100 moins mon âge, peut-être même un petit peu plus, mais quand même à 65% d'exposition action. Ouais. Je mets dedans aussi des créances PME, justement, donc du crowdfunding lending, plutôt sur du prêt que sur l'equity, donc c'est entre guillemets mes niveaux de risque très élevés. Ouais. Voilà. Ensuite de la pierre papier. Bien sûr, pierre papier en foncière cotée US, foncière cotée France-Allemagne et SCPI aussi. Ça doit faire 10-12% de l'épargne financière. 3% ou 5% d'or en tracker sur un compte titre. Voilà, c'est juste un tout petit effet buffer décorrélé. Et ensuite, obligations. Du coup, le reste, mais le reliquat qui doit être 10 à 15% d'obligations entreprise moyen terme ou vraiment État, fonds euro. Donc ça, c'est le côté classe d'actifs. Et ensuite, pour moi, on le sait, beaucoup de chasse aux frais. Très radin, Antoine, très radin, très radin. Donc voilà, ça veut dire des frais négociés, puisque vous le savez, indépendamment du fameux 9%, la perte brute, dans la réalité, elle est beaucoup, notamment dans des mécanismes un peu français de portefeuille de frais, millefeuille de frais, ces choses-là, des 9%, après 3 intermédiaires, il n'en reste plus. Oui, c'est tout le sujet. Hein. Voilà, donc très radin, donc bien regarder les enveloppes, les frais aussi, quoi. Voilà, donc tu as mon exposition en pourcentage et ensuite ce petit tips sur ça. Ce petit trait de personnalité que vraiment... Exactement, il faut assumer aussi et en l'occurrence, il est bien. C'est un bon trait de personnalité à avoir quand on est un investisseur. Ouais. Si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, il y a des choses que tu ferais différemment ou... Ouais, commencer même plus tôt. Ouais. Pourtant, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'éducation financière, mais du coup, hors école, un petit peu porté par ma propre curiosité. Donc, indépendamment du fait que j'étais dans un milieu très privilégié, malgré tout, c'est pas non plus naturel. Donc, commencer encore plus tôt. J'ai eu peut-être moins longtemps que d'autres, mais quand même quelques années de trop de l'argent qui dort aussi. Pas longtemps, 3-5 ans, mais voilà, peut-être de 20 à 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Je faisais beaucoup de jobs étudiants. Je me payais assez vite mes trucs, y compris moto, des gros trucs, parce que j'avais travaillé l'été et le soir. Et du coup, je pense que cet argent-là, sur ces 5-7 premières années, entre 18 et 25, il aurait pu mieux travailler aussi. Voilà. C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné ? Non, c'est bête, la diversification. Ouais, c'est vraiment, je pense, le principe un peu de base aussi. Et le second, c'est la prise de conscience un peu des biais cognitifs. Ça monte, j'achète. Enfin, je comprends. Moi aussi, je me dis, ça monte, il faut que j'achète du LVMH.
Mais c'est vraiment aller au-delà de ça et c'est l'inverse. Ça monte, je vends, ça baisse, j'achète. Et je pense que ça, c'est une évidence quand on regarde un petit peu les chiffres. Mais cette prise de hauteur un peu sur les émotions qui sont liées à ça, elle est super importante parce que c'est de l'argent et tu l'as très bien dit. On a travaillé dur en fait pour mettre de côté. On a fait des économies sur des trucs, machin. Du coup, il faut bien le traiter, il faut qu'il nous rende ça dans 10, 20, 30 ans. Et pour ça, effectivement, si on sait que les émotions peuvent nous souffler des trucs pas bien, il faut qu'on le sache. Et comme ça, quand elles arrivent, on est capable de l'identifier. Donc voilà, diversification, c'est basique. Et ensuite, un peu cette prise de conscience de certains biais cognitifs, émotionnels, ça, c'est super important. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé des biais et ça fait partie des choses où une fois que tu les as identifiés, t'es beaucoup 80% du chemin est fait parce que quand ils vont arriver, tu vas le savoir et puis tu vas toi-même mettre le frein sur ce biais-là ou y aller, mais peut-être un peu plus en connaissance de cause et avec le pas de fat finger dans un sens ou dans un autre, tout vendre ou trop acheter. Est-ce que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, il y a des personnalités du monde des affaires ou de l'investissement qui t'inspirent ? J'ai pas un fonctionnement très biographie, modèle un peu personnifié. J'ai pioché un peu dans des gens que j'ai rencontrés, donc je suis pas sur des personnalités célèbres. Je vais quand même en donner deux que j'ai. Donc la première, c'est Gonzague de Blinière, qui lui, pour le coup, donc est un actionnaire. C'est le créateur d'une société d'investissement que vous connaissez qui s'appelle Raise, qui est très en plus multi-actif. Et justement, lui, donc très très belle réussite dans le monde de l'investissement, extrêmement humble. Il pose beaucoup de questions, pas énormément de réponses. Pourtant, il en a aussi. Donc ça, c'était et très sur la femme et l'homme. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des deals, quels que soient les enjeux, à la fin, c'est quand même à un moment confier son argent à quelqu'un. Et lui, le travail sur le quelqu'un qui fait pour savoir s'il irait vraiment en vacances, même avec des séparations pro-perso à ce moment-là. Il essaie de comprendre si la personne, il lui ferait confiance, y compris au-delà sur un sujet financier. Donc ça, c'est Gonzague, je dirais, côté investisseur. Et je suis désolé, je suis toujours un peu sur mes actionnaires, mais bon, c'est aussi ça. C'est Rodolphe Karl, c'est les fondateurs des crèches, lui et son frère, Édouard Babilou. Et lui, c'est plutôt sur des histoires qu'il m'a racontées sur de la gestion de talent RH interne. Notamment des moments où il a fait confiance à des gens a priori qui étaient dans des situations de vie compliquées et comment, quelques années après, ça a vraiment fait des soldats et des gens qui ont extrêmement bien réussi dans des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui était assez inspirant aussi. Ce mécanisme un peu de la confiance a priori. Et derrière, en fait, on a des fruits très, très puissants puisqu'il y a un sentiment d'adhésion entre cette personne à qui tu as fait confiance quand, pas forcément elle ne le méritait pas, mais où c'était dur pour elle, où c'était tôt, elle n'avait pas encore vraiment prouvé que tu pouvais lui faire confiance. C'est encore une fois une forme de risque. Mais là, pour le coup, il a su suivre un peu ses intuitions et ça lui a rendu x10 sur les gens avec lesquels il s'est entouré. Impressionnant. Si certains auditeurs souhaitent aller plus loin sur le sujet, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, est-ce que tu as des ressources à recommander ? Oui, ça Mieux vivre son argent. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé, c'est une publication dont le titre peut paraître... voilà, ça vient d'être acheté par les Échos, en plus, donc ça va peut-être le format va évoluer aussi, voilà. Et très bien. On est dans le monde là, et je vais refaire un peu un point sur ça. Payez pour le contenu intelligent que vous allez lire, choisissez vos sources, voilà. Bien évidemment les réseaux sociaux, non, pour tout ce qui touche aux investissements, si ce n'est pointer du doigt vers une bonne ressource aussi, mais voilà, la qualité là, ça va être très facile d'écrire, de donner, enfin c'est déjà très facile d'écrire, de donner des avis, donc ce qui est choisir un peu du contenu dont on connaît les intérêts des gens qui l'écrivent, ce genre de choses, ça me paraît être un point qui est très important. Sur ça. Et puis, moi, j'adore le format podcast. Pas parce qu'on en a aujourd'hui, mais la manière dont ça se consomme. Et puis, un podcast d'1 heure sur un seul sujet, c'est très dense. On apprend énormément. Beaucoup plus que sur un petit article de 4 à 5 minutes. Donc, voilà. Mais de mieux vivre son argent, ou en tout cas de la presse indépendante, professionnelle, ça me paraît super important pour l'investissement aussi, ou des gens qui ont beaucoup de contenu, beaucoup de recul comme vous et d'expérience sur ça. Et ensuite, le format podcast aussi, parce que le format marche bien. Après, le conseil que j'ai donné tout à l'heure, ça s'applique, savoir quel est l'intérêt de la personne qui parle, ce genre de choses.
Ouais, moi, j'ai mis vachement de temps à me mettre au podcast et en fait, c'est extraordinaire. C'est un format. En plus, dans nos rythmes de vie, avec les enfants, le travail aussi, ça, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, ou en tout cas, il y a ce côté prise de connaissance pendant des petits temps de transition que moi j'aime beaucoup, sur des petits rituels, l'heure du monde, ce genre de choses. C'est vrai qu'on dit qu'une fois que tu as lu 10 bouquins sur un sujet, tu en sais plus que 99% de la population sur ce sujet-là. Voilà. Et c'est vrai qu'un podcast, 10 podcasts, je dirais pas que c'est l'équivalent de 10 bouquins, mais presque, quoi. Ah oui, tout à fait d'accord. Surtout sur des sujets un petit peu techniques, sur lesquels, de manière très honnête, se taper 350 pages sur la finance personnelle, moi je l'ai fait 2 fois le soir après une journée de travail. C'est un petit peu lourd quand même. Ça peut être un peu technique, un peu lourd. Donc le côté parler, moi je l'ai absorbé mieux, quoi. Super. Bon, merci beaucoup Antoine, on a bien fait le tour. Merci à toi, c'était super, merci pour tes questions. Mais je t'en prie, et merci à tous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté.